Dans cette vidéo, je vous emmène visiter la région du sud d'Addis Abeba. Je vous emmène entre autres à Langano, Hawassa et Yirgalem. Nous y découvrirons une faune et une flore riches ainsi que de nombreuses traces du passé fourni de l'Éthiopie. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous démarrons notre voyage depuis Addis Abeba en direction de Langano. Peu à peu, la capitale laisse place à de superbes paysages. Les pierres noires que nous trouvons un peu partout témoignent de l'activité volcanique de la région. Nous sommes proches de la vallée du Grand Rift, c'est-à-dire la faille tectonique séparant la corne de l'Afrique en deux, avec d'un côté la plaque somalienne à l'est et de l'autre la plaque africaine à l'ouest. Ces deux plaques qui s'écartent d'environ 1 cm chaque année créeront peut-être un jour une mer entre elles. C'est dans cette faille propice aux fouilles archéologiques que de nombreuses découvertes ont été faites, permettant à l'humanité de connaître son passé. Nous traversons la rivière d'Awash qui prend sa source sur les hauts plateaux d'Éthiopie pour aboutir au lac Abbé à la frontière de Djibouti en passant par la vallée du Grand Rift. Ce cours d'eau 100% éthiopien a donné son nom à l'une des banques les plus importantes du pays, Awash Bank. Et c'est dans sa basse vallée que fut découverte Lucie en 1974. Quelques kilomètres encore et nous voilà arrivés à notre première étape, le site de Tia. Oh, c'est beau! Sur ce lieu se dresse une quarantaine de stèles qui mesurent entre 1 et 5 mètres. Elles sont reconnues comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. La datation de ces pierres a longtemps été un mystère et reste à l'heure actuelle toujours floue. On peut tabler cependant sur une grande fourchette allant du Xe au XVe siècle. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces stèles avaient une fonction funéraire. En effet, les fouilles archéologiques ont permis de déterminer qu'elles marquent des tombes pouvant contenir de 1 à 3 personnes. Sur les pierres sont sculptés des symboles qui demeurent énigmatiques quant à leur signification profonde. On pense qu'ils renvoient au passage du monde vivant à celui des morts. Parmi ceux-ci figurent des disques, des motifs en X et en W renversés et des représentations de faux bananiers. Au-dessus se trouvent des épées sculptées qui indiquent le nombre d'ennemis tués par le défunt. Il y a au nord de cet ensemble funéraire une fosse où des restes de bovins ont été retrouvés. Il est possible qu'aux enterrements, un banquet a été organisé et un bovin a été sacrifié pour l'occasion. La proximité de ce lieu au culte animiste avec l'église du XIIe siècle Adadi Mariam montre que toutes les spiritualités vivaient en harmonie à cette époque. Après une escale à Boutajira pour prendre le déjeuner, cap vers le lieu où nous allons faire notre nuitée. Sur le chemin, nous croisons le lac de Ziway dont nous parlerons tout à l'heure. 40 km plus loin, nous voilà arrivés au lac de Langano. S'étendant sur 18 km de long et 16 km de large, il est devenu un lieu privilégié des Éthiopiens, notamment grâce à sa salubrité. Vous pouvez donc vous y baigner sans souci. Nous passons la nuit à Sabana Hotel dans un bungalow confortable. Ce qui m'a le plus marqué est la vue incroyable qu'offre le lieu. La vidéo ne rend pas aussi bien justice à ce que l'on peut voir avec les yeux. Un autre point fort de l'hôtel est son magnifique restaurant en forme de toukoul. Le lendemain, nous transitons de Sabana pour le Hawassa Haile Resort. Ouvert en 2010, il fait partie de la chaîne d'hôtels qu'a ouvert le grand athlète aux multiples records Haile Gebre Selassie. Celui-ci en possède désormais une dizaine, dont le dernier vient d'ouvrir à Addis Abeba. La ville d'Hawassa, qui porte le même nom que le lac qu'elle borde, a été fondée vers 1960 par le ras Mangesha Seyum avec l'autorisation de l'empereur Haile Selassie. À l'époque, plusieurs centaines de soldats retraités ainsi que leurs familles ont reçu des parcelles de terrain pour s'y installer, ce qui a impulsé un élan rapide de croissance. Devenue la capitale de la région Sidama, la ville est réputée comme étant l'une des plus agréables du pays. Parmi les lieux à visiter figurent
Le marché aux poissons, la pêche étant l'une des principales activités des habitants, et le centre-ville avec son monument emblématique, le Sumuda, en hommage au peuple Sidama. Il a été conçu à l'image des rouleaux de feuilles du faux bananier qui poussent de bas en haut et qui est l'aliment de base de la région. Sur ce magnifique monument d'une trentaine de mètres de hauteur figurent différentes images représentant la tradition, la culture et la religion du peuple Sidama. Nous avons profité de notre séjour à l'hôtel pour faire une balade en bateau et découvrir la faune locale. Dans cet écrin de nature, nous avons pu observer de nombreux oiseaux ainsi que des hippopotames. Le jour suivant, nous nous sommes dirigés plus au sud à environ 1 heure de route d'Awassa pour arriver à l'Aregash Lodge, situé à Yirgalem, au cœur d'une forêt tropicale. Un endroit aussi authentique qu'apaisant. Ce lieu est détenu et géré par une famille gréco-éthiopienne depuis plus d'un demi-siècle. Le cadre est paisible et les logements construits dans le style Sidama sont confortables et ont un aspect authentique. Vraiment, vous avez tout pour vous y sentir bien. À peine arrivé, petite excursion d'1 kilomètre au sein de la forêt. Sur le chemin, nous avons découvert la richesse naturelle de la région. Des avocatiers et des cafetiers ont jalonné notre chemin, tandis que nous avons croisé des singes colobes noirs et blancs. Une famille Sidama nous a également accueillis pour nous montrer comment préparer la nourriture à base de faux bananiers, l'aliment de base dans la région Sidama. Le café, quant à lui, est une institution au sein de toute l'Éthiopie. Il est souvent offert aux invités et consommé au quotidien dès le plus jeune âge. En toute honnêteté, il s'agit d'un des meilleurs cafés que j'ai bu dans ma vie. De retour au lodge, au crépuscule, nous avons assisté au nourrissage des hyènes sauvages. Une expérience unique et impressionnante. Le dîner sur place est aussi délicieux. Je vous conseille les tips, spécialité éthiopienne, accompagnés de salade et leurs spaghettis sauce tomate qui étaient vraiment succulents. Après une nuit fraîche et un petit déjeuner copieux composé notamment de délicieuses tartines de confiture maison, nous voici repartis en direction du nord. Sur notre chemin, nous croisons la ville de Shashemane, qu'on peut aussi appeler la terre des Rastas. Au milieu du XXe siècle, l'empereur Haïlé Sélassié a offert des terres aux Noirs des Antilles et d'Amérique qu'il avait soutenus durant l'occupation italienne de l'Éthiopie entre 1937 et 1941. De nombreux Rastafaris, principalement originaires de Jamaïque, ont alors emménagé à Shashemane pour retrouver leur terre-mère à laquelle leurs ancêtres avaient été arrachés pendant l'esclavage. Cette communauté, qui était composée de 2000 membres, s'est considérablement réduite de nos jours, mais elle reste toujours présente. En fin de matinée, nous nous arrêtons au parc national des lacs d'Abidjata-Chala, destiné à la protection des espèces sauvages. L'occasion de découvrir des phacochères, des gazelles et des autruches. Créé en 1963, ce parc s'étend sur 887 km et est situé dans la vallée du Grand Rift. Il comprend 2 lacs, le lac Abidjata et le lac Chala, séparés par 3 km de terre vallonnée. Vers 13h, nous arrivons au lac Ziway pour une pause déjeuner. Si le temps nous est compté pour visiter plus en profondeur le lieu, une parenthèse à ce propos me semble essentielle. Ce lac, couvrant 424 km² et d'une profondeur maximale de 4 mètres, compte 5 îles dont certaines sont habitées. La plus grande et la plus fameuse est celle de Toulougoudou. Selon la tradition, c'est ici que l'Arche d'Alliance, présente en Éthiopie depuis le règne de Salomon, aurait trouvé refuge alors que le royaume d'Aksum était en proie au désastre au IXe siècle. La présence d'une petite communauté zaï sur l'île, parlant un dialecte proche du tigréen, pourrait corroborer cette histoire. De plus, le monastère Marie-Antione de Goudo abrite un certain nombre de manuscrits datant de plus de 1000 ans.
Dernière étape de notre voyage, Bishoftu, située à une cinquantaine de kilomètres d'Addis Abeba, où les violentes éruptions volcaniques du Quaternaire ont créé de nombreux lacs tels que le lac de Baba-Gaya, le lac Ora, le lac Sheleleka, le lac Kuriftu et le lac Bishoftu, entre autres. Le village de Bishoftu a acquis de l'importance en devenant une gare de chemin de fer franco-éthiopien en 1913. La ville fut alors rebaptisée Debre Zeit en amharique. Elle a repris le nom de Bishoftu en 1990. Nous passons la nuit au Kuriftu Resort, parfait mélange entre modernité et tradition, situé à quelques mètres du Waterpark, un parc d'attractions familial. Vous pourrez bénéficier d'un massage ainsi que d'un tour en kayak, encore un endroit idéal pour se détendre. Pour une expérience encore plus authentique, avec une vue exceptionnelle à un prix plus attractif, je vous recommande le Viewpoint Lodge au bord du lac de Baba-Gaya. Certaines chambres sont situées en hauteur. Vous pouvez faire du bateau, profiter sereinement du calme et de la nature tellement apaisante. Dépaysement garanti. Vous pouvez déguster vos repas sur place face au lac de jour comme de nuit. Bref, c'est vraiment un des endroits que j'ai préférés en termes de déconnexion et d'appréciation locale. De retour à Addis Abeba, c'est le moment de conclure cette vidéo. D'ailleurs, connaissez-vous réellement la capitale de l'Éthiopie? Pour une découverte en profondeur, je vous conseille ma vidéo sur ce sujet. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur une autre de mes vidéos pour plus de connaissances sur l'histoire des Noirs et du continent africain. Sur ce, comme on dit en amharique, Dena Unu!